Bonjour, aujourd'hui nous recevons Régis Morvan. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà, soyez bienvenus. Donc vous recevons dans le cadre des entretiens de la Mouette, là, depuis 5 ans. Vous avez 49 ans, 2 enfants, nés à 7. Alors, vous avez une double casquette. Donc d'abord, vous êtes politique. Vous êtes présenté à Grabels à 2 élections et donc devant un dinosaure de la politique montpelliéraine. Alors en 2014, vous étiez arrivé second et le troisième s'était rallié à vous. Et en 2020, donc vous êtes arrivé troisième, donc vous avez régressé et vous n'êtes pas rallié au second, oui. Qui était le même. Voilà, on reviendra là-dessus. Et donc en 2016, vous étiez plutôt à droite et vous avez pris le virage Macron. C'est ça. Donc nous vous recevons aussi parce que vous êtes chargé de mission à la DREAL. Alors la DREAL, c'est un truc que personne ne connaît. Mais c'est un truc assez important parce que vous vous occupez de choses essentielles, d'environnement, d'aménagement du territoire, de logement, pour l'État. C'est ça, service déconcentré de l'État. Voilà, alors en vrac, vous vous occupez des risques de submersion marine, vous vous occupez de centres de soins pour les tortues marines, vous favorisez les voies vertes en Occitanie, vous financez les entreprises innovantes, vous construisez des barges multiservices à hydrogène à 7, vous contrôlez les ouvrages hydrauliques de sécurité, les barrages, les moulins. Voilà, vous financez les logements sociaux et vous suivez les travaux ANRU-ANA. Oui, ça fait partie des nombreuses missions de la DREAL Occitanie, très très variées. Et il y en a encore davantage, mais c'est très varié. Voilà, alors, vous êtes surprenant parce que dans la vie personnelle, donc, vous avez deux passions qui sont hyper étonnantes, quoi. La première chose, c'est que vous êtes joueur et entraîneur national de tennis ballon. Et vous êtes champion de France de tennis ballon et vice-champion du monde. En tant que sélectionneur, oui. Voilà. Et ensuite, vous occupez de peinture de figurines pour les jeux de stratégie. Donc, tout ce qui est médiéval, fantastique, bataille napoléonienne et Star Wars. Donc, vous peignez ces figurines. Oui, c'est une passion que j'ai depuis plus de presque 30 ans. Ah oui, d'accord. Avec, de la peinture de miniatures, j'en ai un peu plus de 4000. Ah j'ai une pièce chez moi aménagée. Où il n'y a que des figurines? Ouais, des figurines et des décors. Ouais. Et vous les mélangez tous, vous mettez l'univers fantastique, les batailles napoléoniennes et Star Wars? Moi, je les sélectionne par univers, en fait. Ouais. Il y a combien d'univers dans cette salle? Il y en a 3. Futuriste, le médiéval fantastique et puis l'historique. D'accord. Ah oui, donc écoutez, c'est étonnant. Bravo. Oui. Écoutez, c'est une passion. D'autres passions? Oui, enfin, en fait, j'aime pas mal tout ce qui est compétition. J'ai joué aux échecs tout petit aussi. Je faisais des échecs. Voilà, donc, et puis les jeux de stratégie, les jeux de société, et puis les amis. Passer des moments avec des vieux potes, des amis. D'accord. Donc, on va passer sur le numéro 1000 de la Glorieuse. Donc, ça fait, on a basculé dans le 2e millénaire, nous. Voilà, donc on titre hashtag le 1000e. Et on remercie de cette complicité de 20 ans de tous nos amis lecteurs qui nous suivent. On revient aussi sur Bouldoir qui se retire, Fontignan l'adieu aux larmes. Oui, j'ai vu, oui. Ou aux armes. Disons que c'est une suite logique. C'est étonnant qu'il ne soit pas retiré même plus tôt. Après l'abandon de la mairie de Frontignan, on peut penser que... Voilà. Alors, on revient aussi sur un dossier important, là, les piétons, grands oubliés de la politique des mobilités. Il n'y en a que pour les vélos et les voitures qu'on chasse, et les vélos. Mais les piétons, nada. Oui, à mon avis, ça devient compliqué sur Montpellier, ouais. Et on revient aussi sur la comédie et le bac à Orme à 5 millions d'euros. Voilà, donc un programme assez vitaminé pour le numéro 1000 de la Glorieuse. Régis, alors Grabel est-il le laboratoire du réalignement politique? Alors vous êtes passé de LR à LREM, puis maintenant à Renaissance. Le maire était PS, il est passé au parti de gauche, maintenant il est à LFI. C'est le grand mescloum là-bas.
Disons... On se cherche, on va dire. Moi, personnellement, j'ai pas le sentiment de me chercher, c'est-à-dire je suis centre droit, sensibilité centre droit, donc à l'époque dans l'UMP c'était voilà, Union de la droite et du centre, donc j'étais en partie engagé là-dedans, et puis quand je me suis présenté en 2014, j'étais sans étiquette, j'avais les soutiens de l'UMP, du MoDem et puis de l'UDI, donc finalement au centre, et aujourd'hui j'ai soutenu Alain Juppé pour les primaires de la droite et du centre en 2016. Suite à sa défaite, j'ai choisi de soutenir le programme d'Emmanuel Macron parce que c'est celui qui me semblait le plus aligné avec ce que je pensais et surtout le programme. D'accord. Donc voilà. Après, ce que du côté de la France insoumise et puis du PS, j'allais dire, quand on voit cette NUPES, effectivement, moi je dirais que c'est plutôt le désordre, c'est pas le réalignement. C'est-à-dire que finalement, on a une espèce de gloubi-boulga où on voit bien qu'il n'y a pas de colonne vertébrale dans cette nouvelle coalition entre guillemets de gauche. Donc vous êtes le premier opposant de René Revol. Comment jugez-vous la législative qui préfère se présenter sur une autre circonscription que celle de Grabels? Il a peut-être peur de perdre, parce que c'est vrai qu'il n'est pas passé loin de perdre au municipal dans sa commune, puisque si on ajoute les deux scores des deux listes d'opposition, on est à 50%, 50% pile, 1080 voix de chaque côté. Et puis 50-50 50-50 pile, ouais, il n'y a même pas une voix de différence. Ah oui, et quand on regarde le score qui était finalement prévisionnel, c'était beaucoup plus facile de se présenter au centre de Montpellier, dans la deuxième, beaucoup plus favorable en termes de pourcentage et de sensibilité à la France insoumise, que de se présenter sur la huitième, où on voit bien que c'était serré, et que c'était possible de gagner. Bon, donc votre challenger, là, Pascal Haym, s'est rangé derrière vous en 2014 au deuxième tour des municipales. Et en 2020, donc vous sortez troisième et vous ne rangez pas derrière lui. Pourquoi? En fait, ça fait partie des discussions qu'on a dans les municipales. Pour être plus exact, en 2014, il a abandonné, puisqu'il s'est retiré. Il n'a même pas appelé à voter pour moi en 2014, alors qu'il n'arrêtait pas de dire pique-pendre sur René Revol durant la campagne et dans ses communications qui étaient très agressives. Il n'a même pas appelé à voter pour moi parce qu'il pensait que de toute façon que c'était perdu, donc il s'est retiré. René Revol était à quelques voix de passer au premier tour, il était à 49,9%. Et en 2020, au moment où on a des discussions, on fait quand même un score qui est tout à fait correct, compte tenu de notre soutien, où les candidats soutenus par la majorité avaient quand même des difficultés à faire des scores, notamment sur la métropole de Montpellier. Et il nous propose d'avoir 3 élus sur sa liste sur 29 et à me placer en 9e position. Et après de multiples discussions, y compris avec témoins, on n'arrivait pas à dépasser les 5. Donc, compte tenu du nombre de désaccords et de choses qui étaient inexactes, j'ai choisi, parce que je ne sentais pas sa personnalité, de me maintenir et de faire valoir notre candidature. D'accord. Revenons à nos moutons, là. Vous êtes où? Vous êtes à LREM Renaissance ou à Horizon? Moi, je suis à LREM Renaissance. Voilà, je suis aussi à Agir la droite constructive. Donc voilà, je suis côté Renaissance, donc pas Horizon. Qu'est-ce que vous comprenez le faux bond d'Édouard Philippe de la CNR? En fait, moi je comprends pas trop certains positionnements d'Édouard Philippe. Ayant fait la campagne pour Juppé en 2016 et ayant vu sa personnalité alors que je faisais la campagne pour Alain Juppé, je suis allé le voir à l'occasion des législatives, puisque je soutenais la candidature de la majorité ensemble de Jean-François Audrin. J'ai senti un personnage un peu différent. Peut-être que ses fonctions de Premier ministre lui ont peut-être, je sais pas, donné une autre envergure, ou je l'ai senti moins proche qu'en 2016, un décalage. Et quand on regarde ne serait-ce que son positionnement durant la présidentielle, on voit qu'il est quand même légèrement en retrait, c'est-à-dire qu'on ne sent pas un soutien franc et massif d'Emmanuel Macron. De ses candidats, c'est assez contrasté. Et du coup, quand on voit les premiers mois de la mandature et certains votes un peu équivoques, puisqu'ils n'ont pas toujours voté pour la majorité présidentielle,
j'allais dire, c'est une suite malheureusement logique que moi je n'approuve pas. Le macronisme est-il limité au mandat d'Emmanuel Macron? Non, je pense qu'il va se poursuivre à Renaissance. Il va se régénérer, et puis c'est ce qui a été très justement dit par Stéphane Séjourné. Ce sont les idées qui feront les projets et qui feront vivre le mouvement. C'est avant tout les idées, les projets qui doivent être mis en avant. Alors, vous avez été candidat malheureux au départemental en 2021. T'es candidat remplaçant, oui, avec Mahfoud Ben Ali. Donc, il y avait, avec Ben Ali, donc vous aviez été... Mm. Donc, il y avait l'histoire de Sarah Zemaï, là. Oui. D'un côté, chez Macron, il y avait Marlène Schiappa qui voulait sa peau. D'un autre côté, Elisabeth Borne qui considérait sa candidature comme recevable. C'est compliqué. Ben, je crois qu'il y a des interprétations variables. Je crois que le président s'est bien expliqué là-dessus. C'est la loi de... Au deuxième tour, mais au premier tour... Au premier tour, oui, il n'y a pas forcément une ambiguïté. Oui, ben, il y a peut-être une ambiguïté qui a flotté en effet, mais c'est vrai que c'est la loi de 1905 qui s'applique. Donc après, je pense peut-être qu'il y a eu un problème de communication, comme parfois ça peut arriver, entre la présentation de la candidature et puis son approbation, et j'allais dire un buzz sur les réseaux sociaux qui a suscité un tweet de Jordan Bardella qui a suscité un petit peu la réaction un peu trop vive, et évidemment, je pense qu'il y a eu un bloc autour de Stanislas Guérini aussi, ce qui était logique, le responsable du parti. Mais in fine, moi je reste sur les principes, c'est-à-dire la loi de 1905, et, qui autorisait cette candidature. On pouvait la présenter différemment. Par exemple... Pourquoi vous ne l'avez pas présentée différemment? Parce que le temps a été trop compressé. Je pense que Mahfoud Ben Ali s'est senti peut-être agressé, qu'on veuille lui forcer la main à modifier cette affiche. Et du coup, quelque part un peu atteint dans son intégrité, dans sa façon d'être, en tant qu'aussi que musulman. Et je pense qu'il a pas voulu lâcher comme il fait dans son entreprise, c'est-à-dire se sentant acculé, il a voulu tenir la marque. Alors peut-être s'il y avait eu plus de temps de dialogue, on aurait pu penser à des présentations différentes. Comment expliquez-vous la défaite du candidat d'Horizon aux législatives? Moi je pense que la défaite du candidat d'Horizon législative, elle peut avoir plusieurs explications. La première, je pense, c'est peut-être, y compris dans la réunion publique, d'avoir plus quasiment parlé que d'Édouard Philippe et pas d'Emmanuel Macron, parce que c'était bien la candidature, le soutien d'Emmanuel Macron. Donc peut-être ne pas... Vous étiez à cette réunion publique? Oui, bien sûr, j'y étais. Oui, bien sûr, j'y étais. Et donc, peut-être aussi de mettre en avant les projets qui étaient défendus par Emmanuel Macron, une entrée en campagne peut-être trop tardive, parce que une attente peut-être d'être désigné comme candidat aux législatives, donc comme d'autres candidats d'Horizon, malheureusement, c'est ce que je vous disais précédemment, et peut-être aussi un manque de combativité, c'est-à-dire qu'il fallait aller partout sur le terrain, pas forcément aux endroits comme ça avait été communiqué ou qui était plus favorable à Emmanuel Macron. Fallait battre la campagne, et ça passe par du porte-à-porte, et ça passe par des contacts. Et donc une campagne de terrain beaucoup plus active. C'est les électeurs de Macron qui ont fait tomber le candidat d'Édouard Philippe. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Non, je pense que c'est pas forcément les électeurs de Macron. Un petit peu quand même. Je pense que certains électeurs de Macron se sont pas retrouvés dans une ancienne appartenance à droite, parce que certains sont plus de gauche, puisque c'est au centre, des anciens, voilà, notamment des anciens socialistes. Et je pense que derrière, voilà, que je pense qu'il n'y avait pas assez cet ancrage à la personnalité d'Emmanuel Macron, et d'avoir vécu, puisque en gros on change de navire un peu au dernier moment. Et moi, je regrette presque que finalement, on ait donné peut-être autant de sièges au parti Horizon, qui venait à peine de se créer. D'accord. Quelles sont les erreurs faites par l'AREM que doit éviter Renaissance pour durer? Je pense qu'il faut écouter tout le monde, en premier lieu les militants, mais aussi les personnes, les habitants.
de la métropole, faut se déplacer, faut tendre l'oreille, faut intégrer toutes les propositions et il faut être hyper, je pense, juste dans les récompenses qu'on peut donner aux personnes qui s'engagent et les soutenir quand elles sont en difficulté ou pas. Enfin, c'est les soutenir surtout quand elles sont en difficulté. Et puis pas faire une consultation un peu maelstrom, trop générique, mais la convertir en différenciation sur le territoire pour des actions précises et identifier ce qu'est Renaissance et quel projet il soutient localement. Est-ce qu'on peut pas dire que la nomination surprise de Christol et celle d'Audrin au nez à la barbe du référent LAREM, c'est pas une preuve de légèreté? Je sais pas si on peut appeler ça une preuve de légèreté, mais ce qui est évident, c'est que je pense que les militants se sont sentis en partie méprisés, puisque voilà. C'est un peu de la légèreté, ça, si on méprise ces militants. Oui, je suis assez d'accord. C'est un peu de la légèreté. Je pense qu'il y a eu cette confiance quelque part au fait que si on est maire, si on a certains mandats, par exemple Laurence était conseillère départementale, elle était plus ou moins appuyée par certains anciens élus de droite, hein, dont Jean-Pierre Grand et puis Jean Castex. Et derrière, je pense que c'est cette erreur de dire si on a des mandats, c'est qu'on correspond à la candidature, alors que je pense qu'il faut quelque part du passé, même si j'entends le dépassement politique, mais il faut une certaine ancienneté, un historique pour intégrer le parti qu'on soutient et le candidat qu'on soutient. Donc avec Patricia Miralles, Renaissance a enfin un bon candidat pour la mairie de Montpellier. Moi, je connais assez bien Patricia Miralles. Je dirais pas, je la connais très bien. J'ai discuté avec elle à plusieurs reprises. Moi, j'ai le sentiment que je l'ai vu faire en campagne. C'est une combattante. C'est quelqu'un qui est proche des habitants, qui est à l'écoute et qui, si elle désirait aller combattre à la mairie de Montpellier, elle a toute sa légitimité, à mon sens. Alors, revenons sur la métropole. Est-ce que la métropole de Montpellier traite bien Grabel? On a l'impression que c'est un peu le parent pauvre. En matière de mobilité, il y a un bus toutes les heures le week-end, le dernier bus est à 21h. Voilà, c'est le carrefour là-bas pour arriver à Grabel, c'est la misère. C'est historique. On s'en plaint depuis des années. Voilà, Les travaux pour les inondations n'ont pas avancé depuis 2014. Le maire s'est battu, il a dépensé beaucoup d'argent en termes de procédure. Oui, je pense que globalement... c'est compliqué, Grabel, non? Grabel est compliqué parce que on oublie souvent, et les électeurs parfois l'oublient, les habitants oublient, que la politique, c'est aussi une histoire d'alliance et de bonne intelligence et de coopération. René Revol, il a dit dans votre web TV, je l'ai écouté, il était entre guillemets un peu méprisé. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit avant 2014, du fait de son appartenance politique au parti de gauche. Enfin, il y avait une chose assez forte en termes d'opposition, le fait qu'il s'était présenté aux élections régionales aussi. Enfin bon, et du coup, ça créait pas un climat de coopération parce qu'il y avait des coups de gueule qui sont parfois légitimes. Et je pense que Grabel en a souffert, quoi qu'on puisse entendre, mais Grabel en a souffert. Elle a souffert sous le mandat de Philippe Sorel, quand il y a eu ce clash entre certains maires de la métropole et Philippe Sorel, dont Grabel. Donc, évidemment, quand vous êtes en situation de clash, vous ne percevez pas des aides ou vous êtes moins en facilité à défendre les dossiers. Et puis, historiquement, je pense qu'on n'a pas su défendre ce problème de mobilité parce que, au départ, l'argument, c'est de dire la ligne 1 passe en fait devant Grabel assez loin sur Euromédecine, donc Mosson ou de Massane, parce que c'était trop compliqué de descendre dans la cuvette. Enfin, il y avait cette histoire de travaux, peut-être qui devait coûter plus cher. Mais à l'arrivée, on n'a pas su défendre cette idée qu'il fallait un bus régulier. C'est quand même incroyable que des gamins, l'été ou en soirée de Grabel, qui touchent quand même la ville de Montpellier, ne puissent pas revenir à 10h le soir, à 22h, ça me paraît pas un horaire excessif, ou des adolescents. On voit bien que voilà, et ça c'est clairement, si on regarde l'argent qui a été investi sur d'autres communes en termes de mobilité, je pense à Juvignac, je pense à Castelnau,
Enfin, je veux dire, on est, C'est la misère. on est C'est la ridicule, misère, c'est la misère. Et donc, pour en revenir à Grabels aussi, il y a un autre sujet, là, c'est la bétonisation. Bon, un quartier qui ressemble à rien, là, la Valsière. Et puis maintenant, on ouvre un nouveau quartier à l'entrée. Ils vont détruire la garrigue pour faire un éco-quartier. Bon, les éco-quartiers, on voit ce que ça donne. Hein. On donne ça à GGL ou Angelotti. Et puis ils font de la bétonisation forcée. Hein. Ça fait un écoquartier minéral. Voilà. Quel est votre regard là-dessus? Ben, je pense qu'on a beaucoup trop bétonné, que ce soit sur la métropole de Montpellier ou que ce soit sur Grabel et les communes périurbaines. Les chiffres, ils sont sans, voilà, ils sont clairs. Hein. Quand on regarde l'artificialisation des sols entre 2009 et 2021, ce sont des données de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols qui a été créé en 2019. Récemment, justement pour objectiver ces éléments, on voit que par exemple à Montpellier, on a consommé 1 800 000 mètres carrés d'espace artificialisé. À Gravel, c'est 300 000 et quelques mètres carrés. Donc c'est énorme. Et dans ces 1 800 000 mètres carrés artificialisés à Montpellier, il y a quasiment 1 million pour des zones d'activité dont on sait que le taux d'occupation il varie entre 0 et 50%. En gros, tout le monde veut avoir sa zone artisanale, sa ZAC. Et voilà, donc on est sur un modèle... et la bétonisation, quand on sait qu'on est sur une terre vulnérable, que ce soit, on l'a vu encore récemment, aux incendies ou aux inondations, que ce soit Montpellier et encore plus Grabel, évidemment que le risque naturel il est plus important. Une petite dernière pour la route. La cabanisation. Donc aujourd'hui, il y a 30 000 parcelles dans l'Hérault qui sont cabanisées de façon irrégulière. Il s'en rajoute 1000 chaque année. Oui. C'est un sacré sujet, ça. Est-ce que vous traitez ça à la DRAL? Oui, c'est un sujet qu'on a abordé. C'est un sujet aussi qui est abordé aussi par le préfet. Par le préfet, évidemment. C'est un sujet qui est abordé par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, des DTM 34. C'est un sujet qui est vu, en fait. Parce que il y a des gens qui viennent dans l'Hérault, qui prennent un petit bout de garrigue et qui s'installent. C'est tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, si on regarde un peu l'historique, on part de la mission Racine 63-83, où on a aménagé notre littoral, hein, il n'y avait rien, c'était des marais. Après, on arrive jusqu'aux années 2000. Jusqu'aux années 2000, de 83-2000, finalement, ce sont des tentes, ce sont parfois des espèces de mobil-hommes voilà, dans la garrigue. Je prends l'exemple de Vias, c'est là où c'est vraiment démarré dans l'Hérault, entre l'Orbe, l'Hérault et le Libron. Donc, on est sur cet esprit coupure verte de la mission Racine, où les communes doivent être coupées. Donc, c'était notamment entre Valras et Vias, il doit y avoir une coupure verte. Et dans cette coupure verte, on voit bien que des personnes s'installent. À l'arrivée, il y a quand même 3000 parcelles, hein. Donc c'est pas rien. Hein. On est entre les années 83 et 2000. Et sur ce territoire de Vias. Ils sont installés sur des parcelles. Sur des parcelles soit publiques, soit parfois privées aussi. Mais voilà, dans la garrigue. Et donc ces installations-là, on les a accompagnées. Il faut savoir qu'entre 83 et début des années 2000, les mairies ont accompagné ces installations pour que les personnes ne soient pas forcément trop exposées au risque aussi, soient raccordées au réseau d'eau, à l'assainissement. Ah ouais. Donc on a accompagné, et au début des années 2000, quand se crée la mission interministérielle d'aménagement du littoral, donc qui vient un peu succéder à la mission Racine plus de 20 ans plus tard, qui était dirigée d'ailleurs par Claude Allève et qui j'ai travaillé dans une des prospectives qu'on avait réalisées. Changement de braquet, on se dit finalement ça a trop proliféré, donc il faut qu'on agisse parce que... Non mais s'il y en a 3000 à Vias, ça veut dire qu'il y en a 27 000 dans le reste de l'Hérault. C'est-à-dire qu'il y en a partout, quoi. Après, ça s'est émietté, oui, ça s'est développé. Alors, il faut voir comment ça s'est développé. On est d'abord sur le littoral. C'est là où vraiment ça prend, entre guillemets, il y en a le plus. Et petit à petit, ça recule. Parce que il y a plus d'intérêt pour aller dans certains territoires reculés, dans la RPI, et ça s'implante. Alors, la question, c'est, sur les 30 000 qui sont là, comment on agit sur ces 30 000 parcelles, sachant que dans ces 30 000 considérées, il y en a forcément certaines qui sont légales, entre guillemets, puisque au bout de 3 ans, selon la loi, et là c'est là où parfois où le tribunal, il y a eu des jugements qui étaient à géométrie variable, notamment entre
tribunal correctionnel, à la cour d'appel, on a finalement des parcelles qui ont été quelque part, qui sont dans l'illégalité du code de l'urbanisme, mais qui ont été accompagnées, et il y a une prescription triennale. Et donc il y a 30 ans pour le code de l'urbanisme, mais quand même. Et donc du coup, on a dit à ces personnes, vous pouvez faire des chalets. Il y a eu toute une période où ça s'appelait les PRL, les parcs résidentiels de loisirs. Et puis après, on lui dit, ben, vous mettez les roues, mais si vous mettez les roues, vous êtes dans l'illégalité, alors que le camping qui est à côté, un mobil-home avec des roues, il est dans la légalité. Oui. Donc je crois que tout ça, ça doit être accompagné de manière intelligente, pas uniquement par la force, mais aussi en concertation pour pouvoir reloger, pour pouvoir protéger, si c'est dangereux, et pour pouvoir réimplanter. Et voilà. Très bien, je vous remercie. Mais je vous en prie. Merci à vous. Je vous ai coupé peut-être, non? Vous voulez dire autre chose? Ouais, je voulais dire peut-être une dernière chose. C'est par rapport au risque d'inondation. Ça me semble pas anecdotique. Quand on regarde, et ça explique la bétonisation, les plans de prévention des risques d'inondation qui sont réalisés par l'État, par exemple pour Grabel, il a été réalisé en 2001. Donc vous voyez, on est en 2022. Donc entre 2001 et 2022, vous voyez l'accélération en termes de changement climatique. Montpellier, c'est 2004. Alors, il y a une petite mise à jour quand il y a une crue historique ou un incident 2016, 2017, enfin voilà. Mais il y a quand même un vrai sujet. Il y avait des travaux sur le ruissellement urbain qui avaient été conduits par la DTM de l'Hérault. Je pense qu'il y a un vrai sujet de vulnérabilité et de revoir ces périmètres pour pouvoir réaménager de manière correcte. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous de m'avoir reçu et voilà, un grand merci.